sur Port d'Albret FM. Hello, bonjour. Hello, c'est Hors les murs numéro 55 déjà. Ça passe vite. En direct sur Port d'Albret FM, bienvenue à tous. Je reçois aujourd'hui Luc Fouliard pour son roman Meurtre à Espelette. Bonjour et bienvenue Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de venir ici vous voir une nouvelle fois. Et oui, parce que Luc, on le connaît, il est venu en effet présenter quelques précédents ouvrages. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pendant environ 30 à 40 minutes pour découvrir Meurtre à Espelette. C'est un roman policier paru aux éditions La Geste en 2026 dans la collection Le Geste Noir. Et c'est un scoop aussi parce que c'est la première communication inédite sur ce roman, n'est-ce pas Luc ? Absolument, c'est la grande surprise. Voilà. Alors, qui est donc Luc Fouliard, auteur du Sud-Ouest et des Landes à la plume créative d'action et de terrain ? Luc, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. À toi. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je m'appelle Luc Fouliard. Je suis auteur et comédien. D'ailleurs, je sors juste de tournage. J'étais en tournage à Vieux-Boucau sur un long métrage. Alors, on a de la chance de l'avoir à l'antenne, là, parce que c'était pas gagné. Facile. Ouais. Donc, je m'en suis échappé. Mais néanmoins, donc, le métier d'auteur est celui qui m'intéresse le plus. Je suis scénariste depuis 35 ans, professeur de scénario. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le scénario de A à Z aux éditions Leitmotiv et qui est devenu une référence dans l'industrie du divertissement. Alors, c'est quoi un professeur de scénario ? Eh ben, c'est celui qui enseigne de façon la plus pédagogique possible le scénario. Normalement, c'est un scénariste confirmé qui a fait pas mal de choses différentes. Ça a été un peu mon cas. Et puis, j'ai enseigné aussi dans des écoles de cinéma à Paris. Mm-hmm. Et un petit peu aussi un peu partout dans les Landes, à Mont-Marsan également. Lesquelles à Paris ? J'ai enseigné dans une école qui s'appelle l'Écart. D'accord. Voilà. Et j'ai fait des interventions pédagogiques dans différents endroits, comme le conservatoire par exemple. Et puis dans une autre école aussi, en Nouvelle-Aquitaine, c'était Cinémagis, qui était à Mont-Marsan. D'accord. Et au lycée Charles Despiau à Mont-Marsan également. Ok. Et puis dans les médiathèques, bibliothèques, j'anime des ateliers d'écriture consacrés exclusivement au scénario. D'accord. Voilà. Et puis donc, après avoir travaillé être intermittent spectacle pendant une quinzaine d'années, où j'ai commencé sur une série qui s'appelait PJ à l'époque, où je faisais un flic. C'est en rediffusion actuellement sur RMC. Bon, j'avais un petit rôle, c'est ce qu'on appelle une silhouette récurrente, c'est quelques mots par-ci par-là, mais ça m'a permis de faire 80 épisodes avec la série, et de m'aguerrir non seulement au jeu de comédien, mais surtout à l'écriture, parce que j'avais une petite loge, ou plutôt un placard, parce que il n'y avait pas de fenêtre. Mais par contre, toute la journée, je lisais, je décortiquais, je redécortiquais les scénarios. Mm-hmm. Et un jour, j'en ai proposé un, j'ai osé. Et on va dire qu'on me l'a emprunté, grosso modo. Et j'en ai refait un autre. On va dire que c'était mon ticket d'entrée. D'accord. Et cette fois-ci, j'ai demandé à être payé comme il se doit et surtout être crédité au générique. Voilà. Donc, ensuite, je me suis aperçu que c'était un vrai métier. Et j'ai fait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, D'accord. Parmi lesquels il y avait des exemples de scénarios. Et la grande surprise, c'est que j'ai retrouvé celui que j'avais écrit pour PJ au Conservatoire. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé un agent et c'est pas grâce à l'agent, parce que j'ai eu 2 invitations, c'était pour la galette des rois. C'était ça les rendez-vous. Ça n'empêche, non, j'avais rencontré quelqu'un à Cannes, je faisais partie du jury des courts-métrages, et on a parlé de gendarmerie, et à la fin des 2 heures de déjeuner, il m'a dit, écoute, moi je suis directeur d'écriture du Marsupilami, est-ce que ça te plairait de travailler avec nous ? Je dis, je sais pas, parce que je sais pas faire en fait. Donc il m'a dit, écoute, essaye. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes sur le Marsupilami, et j'ai agrandi aussi mon spectre dans des séries, on va dire, comme par exemple Au nom de la vérité, Préjudice sur France 2, voilà, et plein de concepts de séries, et consultant en dramaturgie pour des sociétés audiovisuelles, voilà, grosso modo.
Alors, chers auditeurs, vous l'avez compris, nous sommes en présence non seulement d'un auteur-écrivain, mais aussi d'un homme de cinéma, de séries télévisées. Donc, waouh, quel parcours, quel parcours. Alors oui, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, quelle est la différence entre être silhouette et être figurant? Alors, le figurant, c'est celui qui fait partie du décor. Donc, celui qui fait un passage, qui repasse, a priori, il n'est pas identifiable. Voilà. La silhouette commence à avoir déjà un gros plan avec soit les comédiens principaux, soit il y a une fonction dans l'image. D'accord. Et la silhouette parlante, Ouais. ça va jusqu'à 5 mots, grosso modo, Ouais. donc c'est payé un petit peu plus cher. D'accord. On a 5 mots de dialogue. Voilà. Mais par exemple, sur PJ, on avait beaucoup plus. Des fois, on avait 3 pages de texte. Donc, ça dépend des contrats. Vu que j'avais un gros contrat sur plusieurs épisodes, on avait un forfait, on va dire, grosso modo. D'accord. Voilà. Et après, il y a les petits rôles. Et après, ça va au-delà. Voilà. Ok, voilà, parce que bon, les auditeurs ne sont pas forcément au Bien courant sûr, même de, de voilà, ça. de ça. Donc, parfait, merci, merci. Alors, dans Meurtre à Espelette, c'est l'univers des rapaces que tu nous fais découvrir et la technicité même du métier de fauconnier, parce que c'est un métier ultra méga précis aussi, hein, dans l'apprivoisement, apprivoiser ces rapaces, ces animaux qui sont d'une intelligence rare aussi et très très sensible. L'intrigue est enlevée et bien menée et elle nous tient en haleine. Le propriétaire de la fauconnerie à Espelette, Amandine, est retrouvée morte dans sa volière. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Comment les capitaines de gendarmerie chargés de l'enquête vont-ils élucider ce mystère au parfum de piment? Parce qu'on est à Espelette, ne l'oublions pas. Exactement. Il est vrai que les deux capitaines en question, pour corser un petit peu la chose, sont des ex. Stéphane Thirion, section de recherche de Bayonne, et Claire, capitaine de la brigade de gendarmerie à Espelette, vont devoir travailler en binôme sur cette affaire. Ah là là, ça va, ce qui promet d'être pas très simple. Voilà, toute leur vision et leur perspicacité leur sera nécessaire pour démêler le vrai du faux, le faux du vrai dans l'enquête et dans leurs sentiments, bien sûr. Alors, j'ai pris un petit extrait. Je constate que tu as pris du galon, dit-il, le regard posé sur ses 3 barrettes. Et toi, toujours capitaine? Dégaina la gendarmette de son sourire coincé. On dirait que ça décolle pas trop, hein? Tiens donc, je suis surprise. Monsieur, je sais tout. Ça ne colle pas avec ton profil. T'es plutôt du genre à avoir les dents qui rayent le parquet. Son regard était froid, hautain, à la limite du méprisant. Elle le toisa des pieds à la tête, du genre « Qu'est-ce qu'il vient faire ici avec sa panoplie d'aviateurs, celui-là ?» Voilà, ça plante le décor et les rapports entre ces deux personnages qui sont en fait les deux personnages principaux. Hein. Oui. Comment t'es venue l'idée de ces personnages d'ailleurs? Ce sont les protagonistes. Protagonistes. Alors, protagoniste, qu'est-ce que ça veut dire protagoniste? Ça vient du grec, hein, protos, premier, agoniste, agon. C'est les premiers à se battre, en fait, hein, grosso modo, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Donc, c'est protagoniste. Ce que je voulais, c'est que ça soit qu'il se passe quelque chose. C'est pas uniquement sur des rapports professionnels, mais il y a aussi des rapports personnels qui viennent perturber l'enquête. C'est ça. Et il fallait que ça fasse écho aussi à l'enquête. Donc, dans une histoire, il y a plusieurs niveaux. Enfin, j'espère avoir réussi au moins celui de faire rigoler un petit peu. Mais il y a aussi une vraie enquête polar qu'on suit du début à la fin avec un vrai fil rouge. Et c'est pour ça, moi, dans ma façon d'écrire, j'écris sur une écriture qui est plutôt simple et visuelle. C'est pas de chichi. J'ai pas le talent pour faire de la littérature avec des descriptions sur 3 pages, si vous voulez. Mais chacun son truc, hein, je respecte complètement. Moi, je viens de l'univers visuel, donc dans mon style d'écriture, c'est plutôt un teaser qui lance une question dramatique dès les premières minutes, hein, dès les premiers instants. Et après, il faut répondre à la question dramatique sur toute la durée du récit. Et l'idée, c'est de... Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, hein, c'est d'essayer de faire en tout cas du page turner, ce qu'on appelle... Du quoi? Page turner. Alors, explique. C'est avoir envie de tourner les pages. Les pages, voilà. Qu'il n'y a pas trop de temps de mort, pas trop de gras. Mais de temps en temps, c'est quand même nécessaire
pour entrer à un minimum dans la psychologie des personnages. Donc, il faut savoir, c'est une question de dosage, en fait. Hein. Oui. Ouais. Entre l'action qui fait avancer le récit, en apprendre sur les personnages, et surtout de faire en sorte que ça soit divertissant. Parce que, à la base, ce qu'on vient chercher surtout, c'est quand même du divertissement. Bien sûr, voilà. Bien sûr. On est là pour passer un bon moment de lecture. On est là pour laisser l'imaginaire aussi travailler et puis se laisser emmener par cette enquête dans un lieu particulier, mystérieux, parce qu'on est dans un château quand même. On est dans un château. Dans un vrai château. Hein. Enfin, dans un vrai château. Dans un château qui n'existe pas à Espelette. Alors, il ne faut pas le dire, oui. Voilà. Mais j'ai fait en sorte que l'univers fictionnel soit cohérent avec Espelette, parce qu'on peut pas, vous savez qu'Espelette c'est un lieu qui est quand même protégé, on peut pas faire tout et n'importe quoi, mais ça. Par contre ça enlève pas le fait que je m'offre la possibilité de faire un lieu fictionnel aux abords d'Espelette. Voilà, c'est ça qui va rendre les choses intéressantes, me semble-t-il. Et comment t'es venue cette idée justement de mettre l'action là, à Espelette, en plein Pays Basque? Ça vient d'où, ça? Alors, ça vient de... D'abord, je pense que pour bien parler d'une histoire, il faut aussi connaître soit l'univers dans lequel on a envie d'évoluer, soit connaître le décor. Dans tous mes récits, je fais en sorte que le décor soit aussi important qu'un personnage. Il joue pleinement son rôle. Et donc, non seulement c'est dans l'intrigue, c'est aussi dans la façon de tuer, c'est aussi peut-être sans spoiler avec l'arme. Donc il faut s'intéresser aussi au passé de cette ville. Savez-vous par exemple qu'à Espelette il y a celui qui a découvert le panda, j'ai découvert ça, panda géant. Et oui, qui est un Espeletard. Qui est un Espeletard, absolument. Qui s'appelle comment déjà? Armand David. Voilà, Armand David. Voilà. Et c'était un moine, donc il était jusqu'en Chine pour découvrir le panda. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux, donc j'avais envie de lui rendre hommage à travers cette histoire de cette façon. Et oui, nous étions en 1826. Exactement. Voilà, j'ai pris des notes. Ah bon, dans la préparation. Et puis, voilà, puis tu nous parles aussi du maquila. Oui, tout à fait, mais je n'aurais pas trop en parler. Voilà, non, mais j'en parle un peu, oui. On en parle un petit peu, qui est quand même un objet du Pays Basque. Absolument. Voilà, donc la culture basque est très très présente, effectivement, dans ce livre, où l'intrigue, voilà, nous emmène, nous capte, et on a envie d'en savoir un peu plus à chaque page. Donc le pari est là, et l'objectif est tenu. Hein. Voilà. Tu connaissais un petit peu le monde de la fauconnerie avant ? Alors, pas du tout, mais je dois dire que j'ai eu un électrochoc lorsque je suis allé au Puy du Fou. J'ai vu ce spectacle, mais je suis tombé carrément par terre, quoi. Je n'en reviens pas. Comment pouvait-on dresser des rapaces? C'est incroyable. Donc ils vous frôlent les cheveux, ils font des choses extraordinaires avec tout ça. Et donc j'ai voulu m'y intéresser un petit peu plus. Et donc j'avais envie de rendre hommage à tous ces oiseaux, aux fauconniers qui les font travailler. Et puis j'ai senti aussi que c'était complètement inédit, en tout cas de mon côté. Parce qu'il faut savoir que j'avais aussi proposé cette histoire à la télévision. Et... quand on m'a dit que la réalisatrice détestait les oiseaux, tout mais pas ça. Après avoir travaillé pendant plusieurs semaines dessus, j'étais carrément déçu. Oui, je comprends. Et donc je me suis dit comment... En fait, moi ce que j'adore, c'est les contraintes. Je vais vous expliquer. C'est comme pour mon livre technique en fait sur le scénario. C'est grâce aux contraintes, c'est grâce aux épreuves qu'on arrive à faire des choses. Ça nous renforce, mais ça permet aussi de voir les choses un petit peu différemment. Bien sûr. Et c'est les contraintes qui vont nous aider. Voilà. C'est ça. Elles vont être à notre service en fonction de l'œil que l'on a dessus. Exactement. Et comment on les regarde. Et c'est vrai que les rapaces sont des animaux extrêmement intelligents qui ont une vision, bien évidemment, en hauteur.
et une rapidité fulgurante. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, il est vrai que le métier de fauconnier demande, et de fauconnière, demande beaucoup d'aptitude, aussi de sensibilité, parce que ce sont des animaux extrêmement sensibles. Oui, sensibles, intelligents. Intelligents. Oui, absolument. Et puis, ça peut être très dangereux. Donc, Bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment réservé aux spécialistes. Oui. Combien d'études est-ce que tu sais pour être fauconnier ? Ça, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Non. Ok. Bon, en tout cas, Espelette, la fauconnerie, on est dans un monde d'une autre époque. Mais en même temps, qui mêle la modernité, parce qu'on est aussi dans l'univers des jeux vidéo, exactement, des drones, de la vie aujourd'hui. Et on le voit, ce château. C'est vrai que tu disais que toi, tu préfères le monde visuel. Bon, ta carrière, en plus, cinéma, série, télé, etc. Il y a l'écriture. Et en filigrane, on voit bien cet univers de l'image, parce que tes mots, tes pages, ton intrigue, on la voit. Super. C'est comme si, au travers de l'écran personnel, elle est là, quoi. Elle est... et ça ferait très, très bien l'image... les images d'un film, enfin d'une série TV. Si quelqu'un de cet univers, voilà, un réalisateur, une réalisatrice nous écoute ce soir, eh bien, c'est une belle opportunité de faire une jolie série TV avec Meurtre à Espelette, en tout cas. Merci pour le message. Bon, alors, quel est ton fil rouge ? Tu parlais de fil rouge tout à l'heure. Quel est-il ? Le fil rouge, c'est de répondre à la question dramatique. Qui a tué ou qui aurait tué cette fauconnière, tout simplement. Donc, tout le long du récit, il va falloir y répondre. C'est ça le fil rouge. C'est ça. Et on ne va pas déflorer le sujet, parce que sinon, non. ça sert à rien. Voilà. Qu'aimerais-tu que le lecteur retienne de ton livre, Luc ? D'abord, j'aimerais qu'ils prennent plaisir, tout simplement, à le lire et d'aller jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai pas mis longtemps pour le lire. Franchement, voilà. D'aller jusqu'au bout, ça serait déjà pas mal. Et puis, qu'ils retiennent ce qu'ils veulent. Mais voilà, il y a une petite partie historique, il y a du divertissement, il y a du suspense, il y a un gros twist à la fin. Ouais, moi je suis assez content de moi. Et puis après, c'est pas non plus le livre du siècle, mais il fait son job, je pense. Bien sûr. Voilà, en salle d'attente, sur la plage. Bien sûr, il fait son job, parce que je l'ai repéré et t'es là cool. Ce soir. Et tu l'as écrit en combien de temps, Meurtre à Espelette ? En 2 jours. En 2 jours ? Waouh. Non, chaque bouquin me prend environ 2 ans de ma vie. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a un travail de recherche. Bien sûr. Parce que, en fait, comme tu dois le savoir, parce que je sais que tu écris aussi. Oui, c'est vrai, un petit peu. Oui, tu peux le dire. Écrire, c'est réécrire. C'est-à-dire que moi, je suis jamais content de ma version, donc je peaufine, je change un mot, je change une phrase, je reviens en arrière. Il est possible, certaines fois, que j'enlève un paragraphe, voire un chapitre entier, voire plusieurs chapitres. Ça dépend vraiment, il faut le sentir, c'est du feeling. C'est une espèce de dosage qu'il faut faire. Et puis, il y a une règle qu'on dit en dramaturgie. Si ce chapitre ou ce paragraphe ne sert pas le récit, s'il ne fait pas avancer le récit, si on peut l'enlever, vaut mieux l'enlever. Parce qu'on gagne en dynamisme, tout simplement. Il ne faut pas non plus... essayer de remplir pour remplir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est faut ça. Rester c'est au ça. sein du récit. Et puis, il y a un mouvement, il y a un rythme, il y a un tempo. Exactement. Donc, c'est important qu'on soit dans ce mouvement-là, de savoir mais qu'est-ce qui va se passer après, et comment ils vont faire, et comment on va trouver... voilà. Donc, et trouver le dosage, oui. Trouver le dosage, parce que comme il y a aussi de l'humour, il faut essayer de pas trop mettre d'humour. Peut-être qu'il y en a un petit peu trop au début, il y en a peut-être pas assez à la fin. Enfin, essayer de trouver vraiment les bons moments où on peut décompter l'intrigue policière et le moment où vraiment on est dans le suspense. Donc, il faut essayer de trouver son rythme, en fait.
trouver son rythme et puis avec cette subtilité, comme quand on met des épices dans un plat, en fait. Exactement. C'est l'alchimie qui va permettre au plat d'avoir toute sa saveur. Et c'est vrai que ces deux-là, Stéphane et Claire, c'est le jeu du chat et la souris aussi, cache-cache. Il y a des pics, il y a des rires. Et puis, ils ont des comptes à régler aussi entre eux. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire avancer l'enquête et pas que la partie perso prenne le dessus. Donc, on est pris aussi là-dedans quand on le lit, ton bouquin là. Donc, ne sois pas surprise, mais c'est assez pimenté. Eh bien, c'est ça. Et en même temps, c'est pimenté et le piment d'Espelette n'est pas si fort que ça. Donc, il est aussi en subtilité parce qu'il y a différents degrés de piment, on va dire, dans ce côté épice. Alors, maintenant, c'est... Vas-y, rajoute quelque chose. Oui, je voulais simplement dire qu'en fait, à Espelette, il n'y a pas que du piment. C'est ça. J'ai appris qu'il y avait du thé aussi. Waouh, c'est vrai. Du thé au piment ou du thé tout court? Non, du thé. Donc, je le mets aussi dans le récit, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Il y a plein de choses comme ça où on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus, où je fais en sorte qu'on apprenne des choses. Celles-ci sont véridiques. Comme je parle aussi un petit peu des maisons où on met des protections devant certaines maisons par rapport au passé. C'est ça. Non, Espelette, c'est un monde vraiment fabuleux. Je vous invite à aller voir. Oui, c'est un des villages les plus beaux aussi du Pays Basque. Absolument. Donc, avec ses jolies couleurs rouges, entre autres. Et c'est peut-être le temps de notre petite pause musicale là, qui arrive avec la musique du film Game of Thrones, la saison 4, The Children. Écoutez, ressentez, vibrez. l'intérieur sur Port d'Albret FM. Ah, cette musique Game of Thrones, et oui, le jeu est omniprésent pour les enfants, petits et grands que nous sommes. Et le jeu est parfois dangereux, comme vous pourrez le constater dans le livre Meurtre à Espelette. Le nid du diable. Pourquoi le nid du diable? Sans déflorer le sujet, Luc.
Pourquoi le nid du diable ? Eh bien, je pense que c'est la thématique complète, en fait. On a tous une partie sombre un petit peu de nous. Et ça va bien avec la thématique que représente la fauconnerie. Excellente réponse. Merci. On le trouve où, ton livre, en ce moment ? Alors, on le trouve, par exemple, à la Maison de la Presse de Vieux-Boucau, à la Maison de la Presse de Souston. On le trouve à Saint-Paul-les-Dax. Ouais. Et dans toutes les bonnes librairies qui veulent bien s'occuper de moi et qui me font confiance. Les éditions La Geste irradient sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Super. Et ça se passe plutôt très bien parce que la bonne nouvelle, c'est que il est sorti depuis septembre 2024, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Ouais. On en est à la 3e réimpression déjà. Cool, bravo. Donc, ils sont très contents. Bravo. Alors, il y a aussi des séances de dédicaces. Alors, bien sûr, on le trouve aussi sur les plateformes, mais effectivement, on met en priorité les petites librairies indépendantes de la région. Alors, les dédicaces le 20 juin au Leclerc de Mimizan. Oui. Le 13 juillet à la Maison de la Presse à Souston, le 18 juillet, librairie d'Ariga à Biarritz. C'est à confirmer, mais on va dire que restons positifs, ça va le faire. Ouais. Le 18 juillet, ça je viens d'en parler. Le 17 août, de nouveau à la Maison de la Presse de Souston. Le 23 août, au Salon du Livre du Lac de Léon. Les 10 et 11 octobre, au Salon du Livre dans le Gers, à Jaune. Alors là-bas, s'est passé quelque chose de particulier en 2025 ? En 2025, j'ai eu la chance d'être finaliste pour Meurtre à Dax. Et j'étais très content, j'étais très surpris également. Et pour revenir au livre, je viens souvent ici à Vieux-Boucau, à la Maison de la Presse de Monsieur Lambougo. Que nous saluons au passage s'il écoute cette émission. Voilà, donc je le dis pas tout le temps, mais ça fait toujours plaisir de venir. Et des fois, je le sais peut-être 2 jours avant, ça dépend des moments, mais je viens très souvent ici à Vieux-Boucau. Pour ceux qui me connaissent, moi ça fait longtemps que je suis ici, ça fait 15 ans que j'habite ici, et je m'y plais bien. Eh ben c'est super. Alors, quelle est et puis ton actualité là, bon, tu nous as dit tout à l'heure que tu sortais d'un tournage, donc c'est vrai qu'il a été -1, peut-être -5 même, qu'on n'arrive pas à t'avoir, mais C'était heureusement, chaud, ouais. Ça a été chaud, et voilà, quand les bonnes ondes sont là, c'est bon, c'est tout bon. Quel est ton personnage préféré dans Meurtre à Espelette ? Mon personnage préféré, écoute, j'aime bien Claire, j'aime bien aussi Stéphane, parce que c'est un peu le pile et la face d'une même pièce. Tu vois ? Ouais. Et leurs petits pics, en fait, ne sont pas anodins, les règlements de compte ne sont pas anodins, et ils apportent à chacun la lumière à l'autre, et vice-versa. C'est un peu le yin et le yang, tout simplement. Eh bien, très bien, très belle transition, voilà. Bravo. Et oui, le yin et le yang qui nous caractérisent tous, ces 2 énergies masculines et féminines qui se complètent tout au long de la journée, tout au long de nos vies, et que l'on doit harmoniser, bien sûr, quand on peut. Et là, c'est tout le challenge aussi de ton roman. Et Stéphane Thirion, c'est aussi le nom et le prénom de l'un de tes amis, je crois. Oui, absolument. C'est un gendarme. Il fait partie de la gendarmerie royale du Canada, où il s'occupe de la protection rapprochée du Premier ministre. Et je l'ai connu un peu dans une autre vie, quand j'étais gendarme moi aussi il y a très longtemps. Et surtout, on a travaillé aussi à la sécurité à Orly à l'époque. On s'occupait de la sécurité passager avant qu'ils rentrent dans les avions. Donc ça remonte à très longtemps, à plus de 40 ans. Mais à une époque où il n'y avait pas encore de bagages X. Il y en avait très peu pour les rayons X. Oui. Et, donc on faisait de la fouille à la main à l'époque. D'accord. Ok. Et bien sûr, tu as eu son accord pour le nommer. Oui, bien sûr. Utiliser son il nom, est très content. son prénom et son nom, oui, voilà, par rapport au protagoniste. Et qu'est-ce qui t'a fait, tu disais voilà, que tu as été dans la gendarmerie, qu'est-ce qui a fait que tu as lâché cet univers, que tu en es parti ? Pour plein de raisons personnelles. J'aime bien la rigueur militaire en tout cas, mais il y avait un côté un peu plus
un peu plus, on va dire, moins fun que j'aimais pas. Donc, Oui. mais j'ai regretté parce que j'aurais dû vraiment, je pense, continuer. Enfin, j'ai choisi cette vie, mais chacun a son truc. Mais ça m'empêche pas que, par exemple, j'ai coécrit avec un monsieur du GIGN qui a écrit L'Assaut et qui a fait vraiment l'assaut en 1994 lors de la prise d'otage à Marignane. Et ensuite, il m'a contacté. On a fait 3 séries ensemble sur le GIGN. Et grâce à lui, je suis parti en immersion avec le GIGN pendant plusieurs semaines. J'ai fait la connaissance d'un autre monsieur qui est aussi une figure du GIGN qui a donné l'assaut en 1987 à la grotte d'Ouvéa, au début du GIGN, quand il s'est fait prendre en otage. Je ne sais pas si vous vous rappelez des événements en Nouvelle-Calédonie. Et dans cette même voiture, à un moment donné, il y avait aussi ce qu'on appelle un autre ami à eux, qui s'appelle Aton, qui lui s'est occupé des frères Kouachi à l'époque. Donc j'avais 3 figures du GIGN dans cette 205. D'accord. Lorsqu'on était parti sur une immersion, et c'était vraiment sympa. Ok. Et oui, mais la gendarmerie, c'est vraiment une famille et c'est un esprit assez particulier. Mais ça n'empêche pas que je vais aussi des fois, par exemple en école de police, j'étais au service de protection d'autres personnalités, à l'école de police de Wassel par exemple, où je suis parti en immersion pendant plusieurs semaines. J'ai été aussi à la DNRED, c'est la douane en fait, c'est la douane judiciaire. D'accord. Où ils ont beaucoup plus de prérogatives que la police ou la gendarmerie, par exemple. La douane, vous savez, c'est le code des douanes, donc c'est Bercy, c'est une autre façon de travailler. Oui. Et j'ai vraiment adoré. J'avais présenté une série à l'époque sur la douane qui s'était un peu baladée un peu partout. C'est pareil, on me l'avait emprunté. Et ils avaient fait une série sur la douane, mais qui avait rien à voir avec la mienne. Mais si vous voulez, la mienne, c'était The Shield. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu à la douane, mais bon. Non, ça me dit pas trop grand-chose, mais ce qui est important en tout cas, c'est que tu t'es servi en filigrane en fait toute cette documentation, parce que dans ton livre, on sent que voilà, il y a une assise documentaire qui est là, qui est importante. Il y a une recherche quand tu parles notamment de ces 2 capitaines. Bon, on sent que voilà quoi, c'est pas du bluff quoi. Oui, ils sont ancrés derrière, ils sont très très ancrés, ils sont très en présence chacun, et ils sont là. Et ça se ressent dans ton roman, et ça vient évidemment de ton passé. Alors, moi j'aimais bien les 2, en fait, voilà, les 2, parce que en effet, justement, pour ce tandem en binôme parfait, ils laissent de côté un petit peu leur passé, et puis c'est l'enquête avant tout, et qu'ils arrivent magistralement à mener. Voilà, on va pas en dire plus, parce que la visée, c'est donner envie aux auditeurs d'avoir ce livre et de l'acheter, bien sûr. Un nouveau livre en écriture, Luc ? Alors en fait, j'en ai 2 voire 3, donc 2 voire 3, waouh. Ouais, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais le temps n'est pas extensible. Donc lorsqu'il y en a un qui est un peu en panne, je retombe sur l'autre, et ainsi de suite. J'ai envie de vous faire un scoop ce soir. Allez. Je me lance. Écoutez, allez. Voilà. Hier, j'ai envoyé mon récit à l'éditeur, et le récit s'appelle Meurtre à vue beaucoup. Waouh. Voilà, c'est lâché. Ça y est, c'est lâché là. Exclusivement pour vous. Merci beaucoup. Comment tu te sens là de l'avoir lâché là ? Je crois que je vais tomber dans les pommes. SOS gendarmerie, au secours. Merci de ce scoop. Voilà. C'est entre nous. Oui, c'est entre nous. On le dira pas. Pas. Sauf qu'on est en direct. Bon, et alors, waouh, déjà super, oui, t'es artiste à part entière, donc comme l'était, dans une autre époque, dans un autre temps, Léonard de Vinci, qui avait plusieurs chantiers en batterie, j'oserais dire. Et c'est pas trop dur de laisser comme ça un livre un petit peu en latence pendant un temps, d'y revenir après. Tu t'y remets facilement derrière ? En fait, comment dirais-je ? Écrire, c'est pas forcément écrire derrière son clavier. Ça, c'est de la saisie. C'est juste de la saisie. Écrire, ça veut dire qu'on met son cerveau à disposition. Comment dirais-je ? Là où j'écris le plus, en fait, c'est pas forcément derrière mon ordinateur. C'est une rencontre, un sourire, un visage, une altercation sur la route, quelqu'un qui vous regarde de travers, ou simplement juste un petit sourire bien sympathique.
il y a plein de choses qui sont inspirantes dans la vie de tous les jours, mais à partir du moment où le cerveau il est sur on, et quand on fait des relectures, moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Mais il faut savoir que écrire c'est réécrire, hein, donc il faut y consacrer. C'est chronophage, c'est énergivore, et avant de s'atteler à écrire tout de suite, à faire les dialogues et tout, je préconise de d'abord tester son histoire sur quelques lignes, sur une demi-page pour voir si ça fonctionne, et ensuite d'élargir son spectre. Mais il faut que ça soit intéressant, et puis il faut donner envie de consacrer toute son énergie à cette histoire, ce qui n'est pas évident parce que va falloir y penser en mangeant, en dormant. Tu es l'histoire. Voilà, et puis des fois, vous savez, alors des fois on me prend un peu, quand je discute avec ma conjointe, un peu pour un fou, mais des fois c'est les personnages qui vous parlent. Ça m'étonne pas. Et des fois, je vais vous confier quelque chose encore d'inédit. Quand je suis derrière mon écran, il y a même des mots qui me sont pratiquement étrangers, qui me viennent dans ma tête. Et donc, je suis même obligé de chercher la définition des mots qui viennent vraiment. Non, c'est un truc. Faut rentrer. Enfin, faut rentrer dans l'histoire. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comment dirais-je, j'ose dire le mot, c'est un peu être en état de transe. Oui, je comprends. Alors moi, quand j'écris, il ne me faut pas de musique, il ne faut pas de... D'accord, il te faut du calme. Du calme, rien du tout. Juste, je m'enferme dans mon bureau et voilà. Et après, donc, j'essaie d'appliquer mes méthodes d'écriture que j'ai faites pour le scénario, que je transpose. Mais il ne faut pas être dérangé, ce qui n'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours, surtout qu'on a 3 enfants, des voisins, une tondeuse, enfin bref. Une vie à côté. Une vie, oui, comme tout le monde, quoi. Et donc, c'est autant d'obstacles d'ailleurs. Voilà, ça fait partie des obstacles de l'écrivain, ça. Et oui, se donner le temps de trouver le temps d'écrire et d'avoir son havre de paix et sa bulle, en fait. Bon, le mot de la fin, Jean-Luc. Luc, pardon, je te renomme Jean-Luc. Luc. Le mot de la fin, non, il n'y a pas de fin. C'est tester des expériences, c'est de s'enrichir, et que des fois, si de prime abord on pense que c'est un obstacle, ce qui est bien, c'est de l'absorber pour être plus fort. Et je vais terminer par une phrase qui est bien sympathique, que m'a redit encore mon fils de 11 ans hier soir. Un jour, je volerai, dit la chenille. Tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Bravo. Bien, très belle image, très belle fin. Merci beaucoup, Luc, pour cette venue à Port d'Albret FM aujourd'hui. Et ça y est, on arrive à la fin de ce Hors les murs. Nous recevions aujourd'hui Luc Fouliard pour son roman Meurtre à Espelette, Le Nid du Diable, à découvrir dès aujourd'hui dans votre librairie indépendante préférée. On se retrouve très très vite sur Port d'Albret FM pour un nouveau Hors les murs. Et lisez bien, sans modération. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous, merci à la technique. Merci Jean-Mi, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Hors les murs, vivez le livre de l'intérieur. À retrouver en podcast sur portdalbretfm.fr.